Bonsoir. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce soir parce que le combat que vous menez, c'est un combat unitaire où on retrouve toutes les familles de la gauche politique, syndicale, sociale, est pour moi effectivement l'exemple même de ce qu'il faudrait développer. Alors le combat pour défendre et étendre la sphère de la gratuité, c'est pas déjà un combat franco-français. C'est aujourd'hui un mouvement qui se développe à l'échelle internationale. Chacun à partir de sa propre culture, chacun avec son propre vocabulaire, mais il y a une convergence autour d'une conviction, c'est qu'il est possible de donner à chacun de quoi vivre, et je dirais de vivre bien. Quand on parle de combat pour la gratuité, c'est fondé à la fois sur une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est bien sûr la crise globale qui est la nôtre. C'est-à-dire, si on mène ce combat pour la gratuité, c'est aussi parce que c'est un petit morceau ou un gros morceau de la réponse à cette crise globale. La crise sociale, la crise économique, la crise écologique et la crise politique. Mais ce combat pour la gratuité, il est aussi fondé sur une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est déjà que la planète, et la France, n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Ce moment où la France était à genoux, économiquement, mais debout politiquement, à la Libération, qu'on a su adopter le programme du Conseil national de la résistance, qui s'appelait les Jours heureux. Nous célébrons en ce moment les 70 ans de ce programme, mais il faut se souvenir que le projet de sécurité sociale qu'avaient dans la tête nos anciens, c'est pas ce que c'est devenu. Ce qu'ils imaginaient, c'était pas simplement une sécurité sociale roue de secours face aux accidents de la vie, c'était d'avancer vers la sécurité sociale en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de logement, en matière d'alimentation. Et finalement, parler aujourd'hui de gratuité, c'est une façon de reprendre ce combat qui était celui de nos anciens, pour donner à chacun de quoi vivre. Alors, bien sûr, il y a un débat sur le vocabulaire. Est-ce que le mot de gratuité est le bon? Alors déjà, j'aurais tendance à dire qu'en France, c'est pas nous qui l'avons choisi. Il s'est imposé dans l'histoire et ça a été évoqué à plusieurs fois. On parle de gratuité de l'école. Même si c'est vrai, cette gratuité, elle a un coût, elle est payée par nos impôts. On parle de gratuité de la santé. Mais moi, je n'ai pas le fétichisme du vocabulaire, et c'est vrai que dans d'autres pays, on préfère parler de liberté d'accès, ou de dotation individuelle, peu importe. Veut-on donner à chacun de quoi vivre? Alors on nous dit, cette gratuité, elle n'existe pas. Mais bien sûr, la gratuité, c'est pas le produit et le service débarrassé du coût, mais du prix. Quand on parle d'une gratuité, c'est toujours une gratuité construite, économiquement construite. L'école publique a un coût, mais elle est payée par nos impôts. Et poser ainsi la question, c'est peut-être déjà une façon de dédramatiser la question de l'impôt, mais c'est aussi une façon de poser la question du contenu de cette fiscalité. C'est-à-dire qui doit subir davantage l'impôt et pour faire quoi? C'est-à-dire au service de quels besoins sociaux et au service de quelle société? Donc une gratuité économiquement construite, une gratuité culturellement construite. Il n'y a pas de société marchande sans une culture de marché. C'est-à-dire pour faire un bon petit consommateur, il faut en moyenne 2 générations. Eh bien, il n'y aura pas de société de la gratuité sans inventer une culture de la gratuité. On a plusieurs villes en Europe qui, par exemple, lorsqu'elles ont adopté la gratuité des transports en commun, ont considéré, peut-être à tort, mais ont considéré que même si c'était gratuit, il fallait qu'il y ait encore des rituels d'accueil dans les bus, et qui ont donné effectivement une carte gratuite, mais les gens devaient tout simplement passer devant une machine. S'il faut passer par ces rituels-là, pourquoi pas? L'expérience qui est menée dans une vingtaine de villes en France montre que c'est sans doute pas nécessaire. Cette gratuité, donc, elle est construite économiquement, elle est construite culturellement, mais aussi politiquement. Et je crois que l'un des grands atouts aujourd'hui de cette question de la gratuité,
c'est aussi une façon de reprendre la main face à la droitisation et l'extrême droitisation de la société. Parce qu'il y a deux façons de faire de la politique. Ça a été dit. Soit effectivement on joue sur la peur, sur la haine de l'autre, et on développe le vote Front National. Soit on mise sur l'espoir, sur le partage. Et à ce moment-là, effectivement, on peut créer un autre type de société. Eh bien, la gratuité relève de ce projet. Et puis, il y a une grande atout de la gratuité. C'est déjà que la gratuité, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, elle n'a pas disparu de la société. La ville de Grigny avait réalisé une étude au sein de la population et de ses services pour établir tout ce qui était encore gratuit dans la société. Effectivement, c'était évoqué l'accès aux voies publiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, d'ailleurs, un certain nombre d'économistes libéraux considéraient qu'il faudrait payer systématiquement l'accès aux voies publiques comme on paye l'accès sur les autoroutes. Et puis, vous savez très bien que ça soit à Londres ou en Suisse, on a actuellement une augmentation très importante du coût des abonnements au transport en commun. En Suisse, on est passé à de plus de 300 € par mois pour un abonnement sur l'ensemble des lignes, sur le plan mensuel. C'est effectivement un montant absolument injustifiable sur le plan social. Et puis cette gratuité, elle a aussi un grand atout, c'est qu'elle parle aux plus jeunes. La gratuité, ça fait partie de la culture des jeunes. Regardez l'importance des téléchargements. Ce qui pose d'ailleurs la question de cette loi qui rend délinquant 99% de la population, qui est une très mauvaise loi. Et là, il y a des propositions qui ont été faites pour garantir une gratuité intellectuelle. Il suffirait de donner à chacun une certaine quantité de bandes passantes correspondant aux usages normaux de monsieur et madame tout le monde, et ceux qui dépasseraient cette quantité, en fait ce sont les grandes entreprises, eh bien payeraient davantage. Donc ce combat de la gratuité, on ne part pas de rien, il y a un déjà là dans la société. Non seulement il y a un déjà là dans la société, mais je l'ai dit, ça fait partie de la culture des jeunes. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que d'entendre parfois, y compris des gens de gauche ou des écologistes, dire gratuité pour ceux qui sont des naufragés, qui ne peuvent pas payer, mais ceux qui peuvent payer doivent payer. Par exemple en matière de transport en commun. Oui, mais si vous acceptez ce discours concernant les transports en commun, pourquoi ne pas l'accepter en matière d'éducation? Pourquoi ne pas l'accepter en matière de santé? En fait, il y a deux conceptions de la gratuité. Il y a une gratuité d'accompagnement du système, la gratuité pour ceux qui sont tombés. Cette gratuité-là, elle ne va jamais sans condescendance. Est-ce que vous êtes un pauvre méritant? Et elle ne va jamais sans flicage. Il va y avoir 5 ou 6 variétés différentes. Dire toutes les expériences montrent que non seulement c'est possible, mais que ça plaît. On a même un problème dans les villes où ça se pratique, c'est un trop-plein. Et la seule façon qui est envisagée aujourd'hui, pouvoir continuer le service, c'est d'aller encore plus loin. C'est-à-dire d'aller vers la restauration sociale, gratuite. Restauration sociale, c'est une restauration scolaire, on l'a dit, d'entreprise, hospitalière, pénitentiaire. Pensez qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la restauration sociale, c'est 56% des repas consommés en France. Ça serait ça un sacré levier, si politiquement on voulait le saisir, pour commencer à transformer l'agriculture et passer effectivement à une agriculture biologique, passer à la permaculture et de défendre effectivement une agriculture locale avec de partout en France un maillage de petites fermes familiales. On a aussi bien sûr, par exemple à Montsartou, la gratuité des services funéraires. Ça, j'aime beaucoup la gratuité des services funéraires. Parce que regardez comment le système capitalisme a dû évacuer la mort pour pouvoir pleinement
se déployer. Aujourd'hui, non seulement on n'a plus le droit d'être malade, on n'a plus le droit de vieillir, on n'a presque plus le droit de mourir. Et donc, le coup de génie de la ville de Montsartou, ça a été de se dire, si on instaure la gratuité des services funéraires, si nous sommes égaux devant la mort, il y a peut-être plus de chances de pouvoir être dans la vie. Mais vous imaginez immédiatement le piège. Ça aurait été de faire une sorte de service d'enterrement pour les pauvres. Eh bien, c'est pas ce qui a été fait. Déjà, effectivement, il y a eu une offre, un choix qui a été garanti, et puis deuxièmement, il y a un travail d'accompagnement psychologique, social, qui est proposé. Et puis, il y a également toute une réflexion qui est menée, notamment avec le centre social, auprès de la population, sur le droit de vieillir, sur la nécessité de repenser autrement la mort dans la société. Eh bien ça, la gratuité, oui, effectivement, le permet. Autre exemple, qui vous est cher, c'est la question de la gratuité des transports en commun. Plus d'une vingtaine de villes en France. Je développerai un exemple, celui d'Aubagne. Aubagne, c'est intéressant. Ville d'un peu plus de 100 000 habitants, qui était à gauche, mais qui a basculé à droite. Ce que l'on constate, c'est que la population tient tellement à la gratuité des transports en commun que malgré ce qui avait été promis par la droite, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ils ne remettent pas en cause cette gratuité, ils attendent que la métropole s'en charge. Lorsque la ville d'Aubagne a adopté la gratuité des transports en commun, ça s'est pas fait comme ça, hein. La droite était contre, une partie de la gauche était contre, et les chauffeurs de bus étaient contre. Parce qu'ils se disaient, si c'est gratuit, ça vaut rien, et si ça vaut rien, on ne vaudra pas grand-chose. Donc il a d'abord fallu discuter avec le personnel, avec leur organisation syndicale, déjà pour dire qu'effectivement il n'y aurait pas de licenciement. Et qu'on allait par exemple transformer les contrôleurs en agents d'ambiance. Quelqu'un en parlait tout à l'heure. Le bilan de la gratuité des transports sur Aubagne, c'est qu'au bout de 4 ans, on avait 98% de la population qui était favorable, et la totalité des chauffeurs de bus. Parce qu'ils avaient été rendus à leur vraie mission, qui est de conduire, et non pas de fliquer les gens. Mais là encore, on n'a pas simplement rendu gratuits les transports qui existaient. Déjà, on a affiché cette gratuité, on en a fait un projet avec le slogan que vous avez derrière vous. Liberté, égalité, gratuité. Dire que sur les bus, on avait ce slogan qui était en grand. On a développé le maillage du territoire. On a également fait des lieux, des bus, des lieux de vie, avec des expositions photos, avec plusieurs fois par mois des artistes qui étaient présents, mais aussi des travailleurs sociaux. Et puis on a lancé toute une campagne pour le bonjour. Le bonjour du chauffeur, le bonjour au chauffeur. Et ce qu'on a constaté, parce qu'il y a des études qui avaient été faites, là où on avait seulement 7% des gens qui disaient bonjour, nous sommes montés à 88% des gens qui disaient bonjour. Et le chauffeur de bus disait auparavant, lorsqu'on disait bonjour à quelqu'un qui rentrait, il était déjà sur la défensive, parce qu'effectivement, il se disait ça va finir par un contrôle. Et ce que disait la présidente de la communauté d'agglo d'Aubagne, c'est qu'auparavant, à Aubagne, comme dans beaucoup de villes, les personnes âgées ne payaient pas, mais les jeunes qui auraient dû payer ne payaient pas non plus. Donc ça crée effectivement de l'incivilité. Et la première chose que ça a réglé, c'est ces conflits entre générations. Et puis ça a permis aussi de rendre la ville aux habitants. C'est-à-dire qu'on a eu 2,7 fois plus de déplacements. Donc on a garanti le droit au déplacement. Et on a eu 34% d'utilisation de la voiture en moins. Alors tout n'est pas parfait. Il y a des difficultés qui apparaissent. Première difficulté, c'est l'augmentation du niveau de bruit.
Ben, c'est normal, il y a beaucoup plus de monde. Deuxième difficulté qui est apparue, c'est la difficulté de faire sortir les ados, surtout lorsqu'il pleut, du bus lorsqu'il arrive au terminus. Parce qu'ils passeraient finalement assez bien leur après-midi dans les transports en commun. Autre difficulté, mais alors cette fois sur le plan purement fiscal et technique, c'est que la TVA n'était plus récupérable, puisque l'usager n'était plus le consommateur final, et c'était la ville. Donc il a fallu mener effectivement un combat sur le plan fiscal, sur le plan juridique, pour essayer effectivement d'amortir ce problème. Donc je ne dis pas que ça ne crée pas de difficulté, mais à chaque fois qu'on développe la gratuité, ça crée un appel d'air. Et toutes les villes qui commencent par un petit bout de gratuité, quelle qu'elle soit, les transports en commun, l'hôpital, les services funéraires, les services culturels, la restauration scolaire, eh bien les gens, non seulement sont satisfaits, mais ils en veulent plus. Et là, effectivement, c'est là où on se rend compte qu'on n'est pas seulement dans le domaine du gadget, mais qu'on est véritablement dans l'amorce d'un nouveau projet de société. Le grand atout de la gratuité, de la liberté d'accès, on l'a dit, n'ayant pas le fétichisme du vocabulaire, le grand atout, c'est déjà que ça contribue à résoudre la crise sociale. La gratuité, c'est du pouvoir d'achat supplémentaire non monétaire. Deuxième grand atout sur le plan écologique. Tout ne pouvant pas être gratuit, il faut nécessairement se poser la question de savoir ce qui doit l'être. Et donc déjà, ça oblige d'interroger la population. Mais non pas de les interroger à partir de grandes questions abstraites. Qu'est-ce que vous pensez de la crise? Faire de la politique à partir de ces grandes questions abstraites, c'est faire toujours de la politique du point de vue des puissants. C'est renforcer le sentiment d'incompétence. C'est vider les salles. Mais là, on part du quotidien, du vécu, du concret. Et on remplit effectivement les salles. Ça ne veut pas dire que le combat est gagné à chaque fois. Lorsque, par exemple, à Grigny, René Val avait voulu instaurer la gratuité de la restauration scolaire, eh bien, la population n'était pas d'accord. Mais c'est le choix, c'est le droit de la population. Je suis convaincu que c'est la meilleure réponse. Non seulement face à la droitisation, mais face à l'abstention. C'est la seule façon aujourd'hui que les gens ordinaires, que les 99%, que nous tous, avons de reprendre la main face aux puissants. Sinon, nous pourrons être que dans des combats défensifs. En disant, il y a la crise économique, il y a l'allongement de la durée de vie, donc on va accepter effectivement de rogner sur les droits sociaux qui avaient été conquis. Non, la planète n'a jamais été aussi riche, la France n'a jamais été aussi riche. Et c'est en partant de là que nous devons effectivement être encore plus exigeants en matière de droits sociaux. Quelqu'un disait tout à l'heure, avec raison, si on va vers la gratuité des transports en commun, c'est aussi l'occasion pour les transformer et notamment d'assurer la sécurité physique, notamment des femmes. J'ajouterais que la grande force du capitalisme, c'est d'insécuriser les gens. C'est la peur du lendemain, la peur du chômage pour soi ou pour ses gamins ou ses petits-enfants. Eh bien, la gratuité, elle prend le contre-pied de ça. Elle contribue à resécuriser les gens, déjà au moins dans un domaine qui est celui effectivement de l'économie. Voilà, je vous remercie pour votre patience.